Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis ravi de vous accueillir dans cette salle pour Les idées mènent le monde. Alors, je me présente, je ne suis pas Alexandre Lacroix, hein, vous l'avez remarqué. Je suis Éric Belli, rédacteur en chef adjoint de la République des Pyrénées. Alors, Alexandre Lacroix n'est malheureusement pas avec nous, mais il est aussi avec nous. On va l'avoir à l'écran très vite. Il va nous expliquer pourquoi il n'a pas pu être à Pau, là, à midi, pour cette conférence. Alexandre Lacroix. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous Oui. entend. Bonjour à tous. Merci d'être venu, d'être là. Je me faisais vraiment une joie de venir à Pau aujourd'hui. Je suis arrivé bien en avance à l'aéroport. Et puis, il y a une série de couacs. Le départ de l'avion était sans cesse un peu différé. On nous demandait de patienter. Je me suis assis au bout d'une quarantaine de minutes dans un coin. J'ai lu un peu. Quand j'ai relevé la tête, l'avion était parti. En fait, il y avait une file d'attente qui Vous bougeait vous pas. êtes endormi, quoi. Non, il y avait une file d'attente qui bougeait pas devant moi et cette file d'attente, c'était celle de l'avion suivant. Enfin, et il y a eu et après quand j'ai demandé, ils n'ont fait aucun appel et ils m'ont dit que les micros étaient en panne dans la salle et qu'il n'y avait eu aucun appel de voilà, donc je suis confus, ça m'est jamais arrivé, mais voilà, j'ai raté l'avion. Donc on vous remercie parce que vous êtes. Je sais pas si ça mérite des applaudissements, franchement. On vous remercie, Alexandre Lacroix, parce que vous êtes rentré du coup dardard en taxi chez vous pour pouvoir assurer cette visio. Donc ça ne va rien changer avec ce qu'on avait prévu de faire, hein. On s'est appelé cette semaine pour préparer cette conférence. Alors pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, vous êtes écrivain, philosophe, journaliste, directeur de la rédaction de Philosophie Magazine. Vous êtes l'auteur de plusieurs romans et de nombreux essais. Vous y interrogez les grandes questions qui traversent nos sociétés par le prisme de la philosophie. Et c'est le cas avec votre dernier livre, Au cœur de la nature blessée, paru aux éditions Alary. Alors le thème des idées mène le monde, c'est l'envie de vivre. Et l'objet de cet ouvrage, c'est de voir comment on peut apprendre à vivre avec la nature d'aujourd'hui, qui est une nature dégradée. Alors le premier message que vous nous faites passer à travers ce livre, Alexandre Lacroix, c'est ouvrir les yeux. Alors on va ouvrir les yeux tout de suite, je crois, avec une première photographie. Oui, alors ce qui rend cette visioconférence, je pense, quand même vivante, c'est que nous avions préparé avec Monsieur Belli un parcours en images. Voilà, donc est-ce que tout s'affiche bien? Vous me voyez? Est-ce que vous voyez les images, le fond d'écran? C'est bon, je crois. Voilà. Alors, j'avais envie de vous faire réagir d'abord un peu à blanc et sans vous dire où je veux, où je souhaite aller et dans quelle direction je souhaite mener la réflexion. Vous faire réagir simplement à cette photographie. C'est une photographie d'un photographe qui s'appelle Olivier Metzer, qui était le photographe des stars, hein. On lui doit de très belles photos de Stromae, d'Isabelle Huppert, que vous connaissez certainement. Et c'est aussi un peu un hommage parce qu'il est décédé très subitement dans un accident de voiture au début de ce mois. Et son travail personnel, son travail artistique qui porte sur le paysage me semble très intéressant. Alors, qu'est-ce que ça vous évoque, cette image? Ça vous fait quoi? Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que ça montre? Que voyez-vous? Je crois que j'entends un peu de tout, hein. La nature, la remontée mécanique, que voyez-vous en premier? Je crois que c'est du 50-50 hein, entre le premier plan et l'arrière-plan. Oui, d'accord. Alors, on a envie de s'immerger dans cette promenade, d'être avec eux, de partir comme ça sur ce chemin. Enfin, on ne sait pas très bien d'ailleurs s'ils partent ou s'ils reviennent. Non, pas vraiment. Pas vraiment. Il y a quelque chose qui est un peu mitigé dans cette image. Pourquoi on n'aurait pas vraiment envie de partir? Je crois que la remontée mécanique gâche un peu le paysage. Oui, il y a une trace de la civilisation industrielle. C'est sec et rocailleux. C'est ça qui est rocailleux. C'est le début d'une aventure. On sent qu'il y a là des gens qui nous ressemblent, hein, qui ont envie de renouer un contact avec la nature, avec des paysages sauvages. Sans doute vont-ils y parvenir, hein, s'ils poursuivent leur chemin. Mais ils sont dans cette phase un peu intermédiaire où ils sont en train de s'éloigner de la civilisation et la civilisation industrielle est bien présente, elle est dans leur dos.
eux sont tournés, on ne sait pas trop si c'est vers la vallée ou vers la montagne sauvage, mais en tout cas, ils sont en train de partir de ce site industriel. Je ne sais pas s'il y a d'autres remarques. C'est vrai que j'entends, j'ai pas une très bonne sonorisation pour la salle. Eric. Non, non, mais c'était ça à peu près, hein. C'était cet entre-deux qui est dans le ressenti, qui était déjà Mm, dans un entre-deux, entre nature et mm. civilisation, on va dire. Voilà. Alors pourquoi cette image et qu'est-ce que je vais vous raconter à travers cette image? En fait, je m'intéresse moi à un aspect assez méconnu de la philosophie qui est ce qu'on appelle l'esthétique environnementale. Alors c'est un grand mot pour dire tout simplement que je m'intéresse à tout ce que la philosophie peut nous dire sur notre rapport au paysage, au monde, aux apparences du monde. C'est vrai que la philosophie esthétique s'occupe beaucoup, énormément, des œuvres d'art. Moi, quand j'étais étudiant en philosophie, quand on faisait de l'esthétique ou de la philosophie esthétique, c'était en fait du commentaire sur les œuvres d'art. Et l'esthétique environnementale, c'est-à-dire le domaine dans lequel on s'interroge un petit peu sur notre lien au paysage, et fait figure de parent pauvre, hein. L'esthétique, c'est spécialisé dans notre rapport à l'art. Or, si nous aimons tous les œuvres d'art, la musique, les tableaux, les expositions, bien sûr que nous aimons l'art, mais j'ai l'impression que dans nos pratiques quotidiennes, lors de nos vacances, lors de nos loisirs, dans nos week-ends, nous avons aussi un très fort besoin d'immersion dans la nature et qu'il est intéressant de mobiliser les outils de la philosophie pour comprendre ce que ça nous fait que de rentrer en contact avec les paysages naturels. Alors quand je parle d'esthétique, ici c'est au sens très large, hein. L'esthétique, le mot esthétique a été créé sur esthesis en grec qui veut dire l'essence. Donc je parle de la perception, je parle de l'émotion, je parle de tout ce qu'on va chercher dans la nature. Alors moi, il se trouve que c'est un sujet qui me passionne. Après mes études, je suis allé vivre à la campagne pendant 6 ans. Alors, pas dans les alentours de Pau, mais dans le Clunisois, dans le sud de la Bourgogne. J'y ai éprouvé des choses très intenses, hein, au contact des paysages. Et j'ai écrit un premier ouvrage sur la question de la beauté de la nature qui s'appelle Devant la beauté de la nature. Mais ayant terminé ce premier ouvrage, je me suis dit que j'étais un peu tombé dans un travers de la littérature, on va dire, naturaliste ou écologique. C'est-à-dire que j'avais tendance à me référer toujours mentalement à des grandes entités comme la forêt, le désert, la banquise, les grands espaces, Une nature idéale. une nature idéalisée, une Mm. nature vierge, une nature intacte, alors que en réalité, les paysages que nous avons autour de nous sont toujours un peu mélangés, ambivalents. C'est ça que je trouve intéressant dans la démarche d'Olivier Medger dans sa photographie, c'est qu'il n'a pas occulté la remontée mécanique. Il nous prend tout ensemble, hein. C'est-à-dire le chemin est artificiel, on voit qu'il est même un peu carrossable si on a une 4x4. La remontée mécanique est là, les promeneurs s'engagent dans quelque chose qui quand même garde une forme de brutalité, hein. Il y a cette falaise qui tombe vers eux. Donc on garde l'aspect un peu brut de la nature, mais on est dans ce paysage qui est intermédiaire entre nature et culture. Et le livre Au cœur de la nature blessée, c'est un livre dans lequel j'ai voulu prendre vraiment cette question à bras le corps, si vous voulez. Au lieu de rêver d'aller habiter dans les forêts de Sibérie ou je sais pas, de partir hein, sur la piste de l'ours ou du loup dans des coins très très reculés du monde, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de regarder le monde qui nous entoure et de comprendre ce que ça nous fait que de l'habiter, d'y vivre, d'y agir, comment on est ému par ce monde. Voilà, c'est le point de départ de mon enquête. Alors, Euh, euh, il y a une autre photo sur cette oui, thématique. oui, pour tisser un peu toujours Alors, votre essai démarre avec quelque chose que nous connaissons tous, hein. J'appellerais cela l'expérience du poteau téléphonique ou du poteau électrique, celui qu'on ne veut pas photographier. Alors on fait un pas en avant pour ne pas l'avoir dans le cliché. Alors mon père, lui, il prend le poteau et il l'efface sur Photoshop après. Ah oui, alors il est très amateur de Mm, technologie, mais mm. c'est vrai que je lance mon livre, mon essai, en racontant cette expérience qu'on a tous faite, où on se trouve dans un beau paysage qui nous plaît, puis on a envie d'en garder un souvenir ou de le partager sur les réseaux sociaux ou avec des amis. Alors, on s'apprête à faire une photographie, seulement, bah, manque de chance, dans ce paysage, il y a un pylône. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décaler un petit peu, où il y a un poteau électrique, on va décaler un petit peu l'angle de vue, de manière, en fait, à occulter la présence de la civilisation industrielle ou de l'activité humaine. On enlève le pylône sur la photo. C'est très innocent, hein, et puis on est mu par un désir tout simple, on se dit, bah, comme ça, la photo sera plus belle. Mais en fait, si on y réfléchit, comme on fait tout ça un peu à grande échelle,
on est en train de faire un peu comme les propagandistes de l'Union soviétique, hein, qui caviardaient les photographies quand un membre du parti était tombé en disgrâce. On est en train de retoucher systématiquement, parfois même sur Photoshop, on est en train de retoucher les représentations de la nature qu'on met en circulation. On met en circulation énormément d'images de la nature. Nous-mêmes, on en prend en photo. Regardez les fonds d'écran. Vous rentrez dans des bureaux, regardez les fonds d'écran des ordinateurs. Vous verrez souvent des torrents, des rivières, des forêts, des déserts. Et on entretient cette mythologie d'une nature vierge, d'une nature intacte. On se complaît là-dedans. Et, euh, et à force de se complaire dans ce trucage, bah, j'ai l'impression qu'on ne voit pas bien le monde autour de nous et que du coup, ça nous retient aussi d'agir pour l'écologie. Parce que tant que je fantasme une nature, des réserves immenses de nature vierge et intacte, eh bien, tant que je fantasme ça, je ne vais pas voir ce qui ne va pas autour de moi, je ne vais pas forcément me mettre à agir. Moi, ce que j'ai voulu faire, c'est ajuster notre regard au monde qui nous entoure, mais pas pour le déplorer, hein, pas pour être triste. Ce qui me paraît intéressant dans cette deuxième photographie d'Olivier Medger, après j'en montrerai plus de lui, mais dans cette deuxième photographie, c'est qu'on voit que même dans ce monde ambigu, ambivalent, les poteaux électriques, c'est pas très joli, il y a quand même une forme de grâce ou une forme de beauté, une certaine poésie à saisir malgré tout. Alors nous avons, pourquoi ce réflexe? Parce que nous avons, je pense, souvent un rapport affectif à la nature qui nous ramène, vous allez nous le dire, souvent à l'enfance, un rapport affectif à la nature et aux animaux. Parlez-nous du syndrome de Babar. Ah oui, alors le syndrome de Babar, Ah, ça, c'est une idée qui me tient à cœur, que je lance comme ça dans le livre un peu avec humour. Euh, Toujours pour parler de notre rapport à la nature ou au paysage qui est fait à la fois d'imagination, de fantasme et d'occultation du réel. Quand on entre dans une chambre d'enfant, aujourd'hui, bah, ce qu'on voit, c'est énormément d'animaux, de reproduction d'animaux. Il y a des peluches, il y a les petites figurines Schleich en plastique, enfin des figurines d'animaux, et puis il y a des livres où on voit des personnages de zoomorphes, hein, c'est-à-dire des personnages mi-humains, mi-animaux. Donc les animaux sont là, sont présents dans les chambres d'enfants, quand bien même très souvent, les enfants n'en côtoient pas beaucoup, les animaux. Les enfants d'aujourd'hui, alors à Pau, c'est peut-être un peu moins le cas, mais c'est vrai que les enfants qui grandissent dans des univers urbains ont peu de contact direct avec les animaux de la ferme, ont peu de contact direct, encore moins de contact direct avec les animaux sauvages. Et donc on a l'impression qu'on a des stratégies de substitution ou de remplacement, ce qui n'existe plus dans la vie réelle, ce avec quoi on n'a plus de contact direct, on l'accumule autour de nous sous forme de livres, sous forme de figurines, sous forme de représentations. C'est d'autant plus saisissant, ce syndrome de Babar, que nous sommes les contemporains d'une érosion rapide des populations d'animaux sauvages. Il y a un indice qui est republié régulièrement par le WWF, donc le Fonds mondial pour la nature, qui n'est pas contesté hein, par les lobbyistes. C'est une mesure tout à fait sérieuse, c'est une méta-analyse qui montre que 69% des populations de vertébrés terrestres, et là je parle des animaux sauvages, hein, pas des animaux d'élevage, 69% des populations de vertébrés terrestres ont disparu entre 1970 et 2019. Si je veux le traduire en termes sensibles, en termes concrets, je suis né en 75, ça signifie qu'au cours de ma vie, grosso modo, 2 animaux sur 3 qui vivaient dans la nature ont disparu, sont morts. Aux premières loges de cette grande extinction, de ce qu'on appelle parfois la sixième extinction des espèces, il y a tous les batraciens, tous les animaux de rivière, de bord de rivière, mais en fait, tout est concerné. Ça veut dire que si vous croisez un lièvre en forêt aujourd'hui, bah, il y a 40 ans, il y en avait 4. Ici, à Pau Ouais. et en Béarn, je pense qu'on a un syndrome de Babar hein, avec l'ours des Pyrénées, qui a été, enfin, l'ours de souche pyrénéenne qui s'est éteinte avec la mort de Canel en 2004. Donc, on Oui, a été oui, témoin de ça. oui, oui, c'est intéressant d'ailleurs, parce que ma réflexion sur la nature blessée, c'est aussi beaucoup nourri de discussions avec le dessinateur Jean-Marc Rochette, qui vient de consacrer une bande dessinée à la dernière La reine. dernière reine, c'est euh, l'extinction de l'ours dans les Alpes, c'est ça? alors, du Vercors, c'est-à-dire que Mm. lui, il date, je suis pas un spécialiste des populations d'ours, mais il date la destruction du dernier ours en France à l'abattage d'une ours dans le Vercors,
au tout début du XXe siècle. Et c'est le point de départ d'une bande dessinée. Donc effectivement, on sait bien qu'il y a ces disparitions ou cette raréfaction des animaux dans le monde sauvage. Il y a une perte, hein, me semble-t-il. Il y a une perte. Il y a une manière aussi de parler de ça ou de se confronter à ça. C'est la question du paysage sonore. Ça, c'est une chose dont je parle pas mal. Il y a des travaux où on enregistre, si vous voulez, dans la nature, les bruits que font les animaux, et sans même compter les espèces animales. Ce qui est intéressant quand on compare un enregistrement d'il y a 30 ou 40 ans à un enregistrement d'aujourd'hui, c'est l'extinction des voix de la nature, un petit peu. C'est-à-dire que là où ça vibrionnait, là où ça vibrait, bourdonnait, sifflait à tue-tête, tout d'un coup, la voix de la nature est beaucoup plus silencieuse. Et même quand on vit à la campagne, moi je connais surtout la Bourgogne où je peux en parler, on sent bien que le bruit des moteurs, le bruit des quads, le bruit des tondeuses au printemps aura tendance à couvrir un petit peu les voix de la nature. Donc nous compensons en lisant des récits ou en regardant des films qui nous projettent un peu les films de Disney Nature, en regardant des chaînes de reportages dans la nature, nous compensons en nous reliant, mais mentalement, à une nature sauvage. Mais moi, il me semble intéressant de s'installer dans cette situation présente, de s'installer dans les paysages du XXIe siècle. C'est pour ça d'ailleurs que je vous partage des images aujourd'hui. J'ai envie de vous parler un peu de philosophie et du monde dans lequel on vit, mais aussi de vous proposer ce voyage visuel qui n'occulte pas la réalité qui nous entoure. Alors, entre nature et culture, quelques chiffres pour un petit peu resituer le débat. Vous démontrez sans difficulté que la nature naturelle, entre guillemets, n'existe plus et qu'on est souvent face à des paysages plus ou moins artificialisés. Oui, Donc, on est toujours entre nature et culture et vous le démontrez par les chiffres. par des chiffres et pas seulement par des chiffres, il y a aussi derrière ça une dimension philosophique. Euh, pour ceux qui s'intéressent à l'écologie, à la pensée écologique, il y a quelque chose qui n'est pas, disons, qui va pas de soi, c'est que dans le monde de l'écologie, on tend à éviter aujourd'hui le mot nature. On accuse en effet le mot nature d'avoir été toujours pensé dans une opposition entre nature et culture, enfin toujours depuis le début de la modernité, en tout cas depuis Descartes, opposition entre nature et culture, qui fait que la culture ou la civilisation a été conçue dès le début de la modernité, dès le XVIIe siècle donc, comme un programme d'exploitation, de domination, de compréhension, mais aussi d'asservissement, parfois on parle d'arraisonnement de la nature. Donc, beaucoup d'écologistes nous disent qu'il faut abandonner ce terme de nature parce qu'il est complètement piégeux, il prolonge notre programme de domination, parce que ce qui est complètement fou dans le mot de nature, c'est qu'on s'exclut nous autres, les humains. On fait comme si on n'était pas des animaux, on fait comme si on n'appartenait pas à cette nature, comme si elle était un décor autour de nous. Moi, je pense que ce mot de nature, il n'est pas si facile à remplacer, parce que si on ne parle pas de nature, de quoi on va parler? On peut parler d'écosystème ou de biosphère, mais c'est très technique. On peut parler du vivant et de trame du vivant, et beaucoup d'auteurs utilisent cette solution. Alors, le vivant, la trame du vivant, c'est bien, mais j'ai quand même envie d'attraper dans ma réflexion sur les paysages les roches, les minéraux, les nuages, les océans, les rivières, les phénomènes climatiques, les phénomènes météorologiques. Et le mot de vivant ne les saisit pas. Et donc, il me semble que quand on parle d'esthétique, quand on parle de nos émotions, quand on parle de notre relation avec le monde, il importe de maintenir le terme de nature. Si je vous parle d'un tableau je sais pas, de Turner ou de Monet, la mare des nénuphars de Monet, eh bien, il n'a pas représenté la biosphère, il représente bien une sorte de coin de nature, même si ce n'est pas une nature vierge, si c'est une nature maîtrisée, c'est en l'occurrence un jardin en Normandie. Alors, il y a un calcul Par exemple, puissant. Alexandre Lacroix, qu'est-ce qu'il y a de naturel dans cette photo? Ah, alors, c'est une photo de Douaneau que je trouve intéressante, qui nous amène à réfléchir un petit peu. C'était des commandes qu'on lui avait fait, on lui avait demandé au début des années 80 de photographier la banlieue. Il nous met un peu sous le nez un vestige d'éléments naturels. Ce que ça illustre, c'est la justesse d'un calcul qui a été fait récemment par l'Institut Weizmann des sciences de Jérusalem. Je vous cite des ordres de grandeur, mais en gros, ces scientifiques ont publié un article dans la revue Nature qui nous dit quelque chose de complètement fou, c'est que la masse de la matière manufacturée sur la Terre, là je pense aux voitures, mais aussi aux ponts, aux immeubles, etc., est désormais égale à la masse de la matière vivante. Ça pèse autant. Et quand ils détaillent un peu leurs calculs, ce sont des estimations, on a passé le seuil en fait, d'égalité des masses vers 2020.
Alors, les animaux sur la Terre pèsent 4 gigatonnes, la matière plastique pèse 8 gigatonnes, ça c'est un peu effrayant. Les arbres pèseraient 900 gigatonnes, les bâtiments 1100 gigatonnes. Ce sont des ordres de grandeur. J'ajoute une chose que nous raconte cette photo et que ne dit pas ce calcul, c'est que très souvent, ce que nous voyons comme la nature autour de nous, c'est aussi un peu hybride. Ces fleurs, par exemple, elles sont l'objet d'une sélection. Elles sont à l'état. Enfin, si l'humain n'était pas intervenu, on n'aurait probablement pas ces fleurs-là. Et puis, si vous pensez aux Douglas qu'on trouve dans nos contrées, ben, ces Douglas, ils nous viennent d'Amérique du Nord. Les humains ont brassé beaucoup les végétaux et très souvent, les vaches, par exemple, pas de vaches sans humains, sans sélection, sans éleveurs. Et donc, ça signifie que on n'a pas dans les paysages autour de nous simplement des éléments naturels et des éléments artificiels. On a aussi beaucoup d'entités, comme ces fleurs, qui mêlent un peu les deux, qui sont un peu faits de nature et de culture. C'est pour ça que je propose de maintenir le terme de nature, mais de dire, tiens, regardez, on ne touche jamais à un monde complètement culturel ou complètement artificiel, ça n'existe pas, mais on n'a pas non plus d'expérience de quelque chose qui serait la nature vierge ou intacte. Nous autres humains, au XXIe siècle, nous devons nous installer dans un entre-deux. Alors, il y a quand même un changement fondamental hein, et quelque part effrayant avec l'Anthropocène, ce qu'on appelle l'Anthropocène, et le réchauffement climatique, c'est que la nature est presque plus éphémère finalement que l'homme. Oui, c'est une réflexion philosophique qu'on peut se faire. C'est bien montré par l'indice WWF dont je vous parlais et par la rapidité de la dégradation des populations animales. Mais en fait, on peut dire que pour Homo sapiens, prenons l'espèce Homo sapiens qui a 300 000 ans, ben, l'expérience de la nature qui a été faite par Homo sapiens pendant ces 300 000 ans, majoritairement, c'est l'idée que vous êtes une sorte de figurant, que la vie humaine est courte, brève, éphémère, au sein d'une nature qui, elle, incarne la permanence. C'est ce qu'on entend dans la parole de l'Ecclésiaste, hein, dans la Bible. Dans l'Ecclésiaste, il est écrit une génération arrive, l'autre s'en va, seule la terre est éternelle. Seule la Terre est éternelle, ça a fait le titre d'un beau film consacré à Jim Harrison, écrivain des grands espaces récemment. Alors, en fait, oui, sauf que ça n'est plus vrai. Aujourd'hui, les lieux que vous connaissez changent vite. Et là, je pense que les incendies, les phénomènes climatiques, les chaleurs, les sécheresses, les érosions des cordons dunaires, en fait, la baisse de la biodiversité, ça fait que la relation s'inverse un peu. Si j'ai 30 ans, 40 ans, 50 ans, je vois les lieux changer autour de moi rapidement. Et c'est mon regard qui est du côté de la permanence. Vous voyez, c'est exactement l'inverse. Le pôle de la permanence, c'était autrefois la nature et l'impermanence, c'était l'humain. Oui, Bah, peut-être nous ne qu'aujourd'hui, faisions que passer, c'était l'expression. oui, on ne fait que passer. Mhm. Bah, aujourd'hui, c'est la nature autour de nous qui ne fait que passer, en quelque sorte. Et nous avons, je crois, à prendre conscience de sa vulnérabilité. Pas pour nous en lamenter, mais parce que cette vulnérabilité fait son prix, évidemment. Alors, qu'appelez-vous la chute du paysage dans l'histoire? Ah oui, c'était une autre image que je voulais vous partager, qui n'évite pas le pylône, hein, qui n'évite pas le poteau, et qui me paraît intéressante. Euh, c'est une réflexion que je vous propose. Ce paysage sans le poteau nous raccorde à du temps très long. Du temps très long, puisque l'horizon, le ciel, la mer, le sable sont des choses qui restent. Ça nous ramène à des durées assez vastes. On retrouve un peu cette saveur de la permanence qui a longtemps fait le cœur de l'expérience de la nature. Mais ce poteau, en fait, en termes de pollution effective, c'est pas très grave. Je veux dire que ça peut même servir de perchoir pour les oiseaux. C'est pas une pollution gravissime. Par contre, il suffit d'introduire un tout petit élément de la civilisation industrielle, un poteau, un bidon d'essence, et tout d'un coup, le paysage bascule dans l'histoire humaine. C'est ça qui est très important à comprendre, me semble-t-il, c'est que partout où vous allez aujourd'hui sur la Terre, vous pouvez aller vers une forêt primaire, il y aura un poteau de ce type, où il y aura une résidence années 70, il y aura quelque chose, il y aura un silo, il y aura un câble électrique, il y aura... Et en fait, la simple introduction d'un élément de ce type, d'un élément d'artifice, fait que nous sommes dans l'histoire. Et quand nous sommes dans l'histoire,
Qu'est-ce que c'est que l'histoire humaine? Bah, c'est l'histoire de l'obsolescence. C'est-à-dire que nos constructions, nous tentons de maîtriser les choses et de construire, mais en fait, nos constructions s'usent vite. Nos machines, au bout de 3-4 mois, si elles ne sont pas allumées, si on ne s'en sert pas, elles se détériorent. Le poteau, ben, il est atteint par la rouille. Et donc, tout d'un coup, ce qui était sans date, ce qui aurait pu être un paysage d'il y a 2000 ans, comme d'il y a 5000 ans, comme d'il y a 100 ans, ben, ce paysage, tout d'un coup, il est inscrit dans l'évolution de nos sociétés humaines. Et ça nous renvoie un peu à notre finitude, c'est-à-dire qu'on projette de l'humain partout. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience de faire du bivouac ou de partir un temps en montagne, dans la nature alors assez sauvage. En fait, quand on rejoint la civilisation, quand on retrouve des poteaux, des routes, etc., au lieu d'être soulagé, d'être content, il y a toujours un moment, une réaction un peu de rejet. On se dit, oh là là, ça, on se fait un peu violence. Et pourquoi on se fait un peu violence? Parce que ces éléments de civilisation nous rappellent l'histoire humaine, nous rappellent la place que nous avons à y tenir. Elles nous renvoient à notre finitude, Ça nous agace. à la société. Mm. Vous évoquez aussi la nécessité d'accepter de faire le deuil de certains paysages. C'est quoi faire le deuil de certains paysages? Alors, le deuil des lieux, c'est une autre expérience fréquente qui est liée à tout ce que je vous raconte là. Si vous avez 30-40 ans, il y a des lieux que vous aimez, dans lesquels vous avez des souvenirs qui ont disparu ou qui ont été modifiés. Pas forcément de manière dramatique, hein, c'est pas forcément un incendie. Moi, je peux vous raconter, j'ai grandi en partie dans un village du Poitou et il y avait un pré à moutons en face de notre maison familiale. J'aimais bien quand j'étais enfant, le soir, aller voir les moutons. En plus, ils étaient très peureux, ça m'amusait. Et puis, ils parcouraient les sentes la nuit. Il y avait quelques arbres, un poirier, etc. Bon, il y a un lotissement absolument classique, comme il y en a dans toutes les régions, Crépy-Champagne, Crépy-Rose, à la place du pré à moutons. Et à chaque fois que je repasse par là, je me dis, mais où sont les moutons? Mais où sont les moutons? Et ici, c'est un bois où vous aviez l'occasion de jouer qui a disparu, qui a été remplacé par une zone commerciale. Là, c'est je sais pas, des arbres sur lesquels vous aimiez grimper, où il y a une déchetterie. Et donc, ça donne un paysage comme celui-ci, qui est un peu celui qui est photographié par Raymond Depardon. Mais ces deuils de lieu, il me paraît intéressant d'en parler. Moi, j'y consacre un assez long chapitre dans le livre. Je ne vais pas rentrer dans tout le détail de ce que j'en dis, mais il me paraît important d'en parler parce que on a peu de discours collectifs là-dessus. Autant les deuils de personnes, on a des cérémonies, des rituels, on peut évoquer la mémoire du défunt. Autant les deuils de lieux, on se les coltine un peu tout seul dans son coin. Ça marque d'une encoche notre sensibilité, notre affectivité. On a perdu un chêne qu'on aimait, des gens sont venus l'abattre. C'est peut-être pas très grave, mais néanmoins, quelque chose en nous a bougé, quelque chose en nous a été ébranlé. Et je crois que c'est important de donner voix ou de faire pièce à ces deuils de lieux. Vous développez d'ailleurs dans votre livre, et c'est assez passionnant, une surprenante esthétique de la banlieue, des zones périurbaines, une philosophie du trou dans la clôture, assez surprenante. Oui, j'ai choisi de ne pas m'installer dans une forme de déploration, même si je parle de choses qui peuvent vous paraître tristes, j'emploie le mot de deuil. Il me semble qu'il y a encore de la poésie à saisir. Enfin, c'est pour ça que j'aime bien cette image de Pardon. C'est un peu une image qui ne juge pas. Il y a dans les zones périurbaines des choses étranges qui se passent. Par exemple, aux alentours des villes, bah, il y a des chemins. Il y a des chemins, c'est-à-dire que les passants, les badauds, reprennent des attitudes un peu de chasseurs-cueilleurs, des attitudes archaïques. Là où tout est prévu pour les voitures, on voit qu'il y a toujours des gens qui se faufilent des chemins, qui se créent des chemins. C'est intéressant de les suivre, ces chemins-là, qui sont un peu clandestins, parce que ces chemins, souvent, passent par des trous dans les clôtures, par exemple, justement. Un autre charme, me semble-t-il, ce sont les collages visuels, les collages d'époque. On peut se trouver en zone périurbaine avec des ruines du 19e siècle, des ruines industrielles, un château, une fontaine ancienne, plusieurs espèces d'arbres. Il y a une forme de poésie à trouver aussi et à glaner aussi dans ces mondes qui ne sont pas purs. Mais en faisant un peu le deuil de la pureté, on peut maintenir le rêve et la poésie. Alors, D'ailleurs, il y a un grand mouvement hein, de marche périurbaine en France et dans le monde. Et il y a des GR, il y a des sentiers périurbains
qui existent, qui se créent. Il y en a un autour de Bordeaux, il y en a un très beau et historique autour de Marseille, il y en a un qui est en cours de création autour de Paris. Alors le phénomène de dégradation s'est accéléré avec l'ère industrielle, mais il ne date pas d'hier. Dès l'Antiquité même, Platon a été en quelque sorte un sonneur d'alerte. Mm. Tout à fait, ça c'est pour mémoire. Le tout premier texte qu'on considère comme un texte qui rend un son écologique, même si le mot n'existe pas, et même si le concept de nature tel que nous l'avons nous n'existe pas non plus dans l'Antiquité. La physis, c'est pas tout à fait ça, la physis des Grecs. Eh bien, dans le Critias de Platon, il y a une sorte de cri où, en fait, il déplore un deuil de lieu qui l'a frappé lui. Et quel est ce deuil de lieu? Eh bien, il concerne les mondes Latiques. Je vous ai mis une photo ici. Les mondes Latiques, ce sont les collines de l'arrière-pays d'Athènes. En fait, Athènes, grande puissance navale, s'est mis à avoir besoin d'apporter du bois dès le IVe siècle avant Jésus-Christ, parce que les besoins en bois étaient énormes, d'abord pour la flotte de guerre, les bateaux commerciaux également, et aussi pour les habitations. Et donc, ils ont déforesté toutes les collines environnantes et ils se sont mis à importer du bois. C'est un phénomène en fait que Platon décrit très précisément. Il dit là, on avait des belles forêts, on n'a plus que une végétation rase, tout juste bonne à faire du miel, dit-il. Et il dit que l'espace, les paysages autour d'Athènes sont dégénérés. Ce sont des mots assez durs, mais ça fait directement écho, cette description, c'est la toute première fois qu'on a un texte d'un humain qui nous dit j'ai perdu mon paysage, j'ai perdu les lieux que j'aimais. Et ça fait écho, cette description, à un phénomène très débattu chez les historiens, qui est la question de l'importance des déforestations dans le bassin méditerranéen entre le 8e et le 5e siècle ou 4e siècle avant Jésus-Christ. Toutes ces grandes puissances en fait, de Méditerranée semblent avoir beaucoup déforesté, et notamment pour les bateaux. Et on se demande si la nudité des plateaux calcaires en Méditerranée et les végétations un peu rases qu'on peut trouver un peu partout, de l'Italie à la Grèce, en passant par la Turquie, etc., ne sont pas dues à un phénomène de déforestation massif dans l'Antiquité. Donc Platon nous parle de quelque chose qui est aussi un phénomène large. Avant de venir au cœur de la problématique de cet ouvrage sur l'esthétique des paysages, on ne l'a pas dit jusqu'à maintenant, je voulais juste glisser un petit mot. Votre livre est parsemé de témoignages qui nous font voyager un petit peu aux quatre Oui. coins de la planète, de gens qui nous racontent justement ces lieux qui ont changé ces dernières années. Alors on voyage de Fukushima au lac Titicaca en passant par le Rwanda. Euh, Quelques mots là-dessus, Alexandre Lacroix. Oui, Pourquoi c'est avoir très inclus ces important. témoignages bruts en fait, qui servent de base après à vos déclinaisons philosophiques? Oui, c'était très important pour moi parce que, alors d'abord, moi je voyage beaucoup quand je rate pas les avions. C'est quasiment la première fois que ça m'arrive aujourd'hui. Donc, je voyage beaucoup. Donc, il y a mes voyages et mes impressions dans le livre. Mais je voulais absolument documenter de manière plus large l'évolution rapide des paysages autour de nous. Donc, j'ai réussi à trouver 8 témoins en tout qui racontent des choses vraiment remarquables. Il y a un océanographe incroyable qui parle de l'évolution du lac Titicaca. C'est un Français, mais qui vit là-bas. J'ai trouvé un moine bouddhiste zen qui vit dans un monastère zen à côté de Fukushima et qui raconte comment la nature a évolué depuis l'accident sur la centrale de Fukushima. Au Rwanda, c'est l'évolution du lac Kivu. Les lacs sont tous un peu en état d'alerte. Lac Kivu à la frontière du Rwanda, du Congo, lac Titicaca, c'est un peu l'état d'alerte. Quelqu'un qui nous parle de la forêt de Białowieża, qui est un activiste polonais qui nous parle un peu de l'évolution de cette forêt, qui est la dernière forêt primaire d'Europe. Voilà, donc ce sont des voix. Ça n'a pas une vocation scientifique, c'est une vocation sensible. Mon approche, c'est une approche par le sensible, par l'émotion, par le vécu. Et c'est très important de voir que Platon, certes, pousse son cri, mais que un peu partout sur la planète, des humains s'émeuvent. Et rentrer en résonance avec ces émotions, pour moi, c'était très fort d'abord comme expérience de mener ces témoignages, enfin de récolter ces témoignages. Et c'était important qu'ils soient dans le livre. Alors tout cela, ce sont des paysages modifiés et on en arrive à ce qui est, à mon sens, le cœur de la problématique du livre. Un paysage modifié peut-il être beau ou doit-il être laid? Cette problématique, vous l'illustrez formidablement bien au travers de la fable que vous appelez la fable des deux plongeurs.
Oui, c'est une expérience de pensée qui a été proposée par une philosophe qui s'occupe d'esthétique environnementale. Ah oui, l'esthétique environnementale, j'ai oublié de vous dire que ça existe. C'est pas un délire personnel. Seulement, ça rassemble quelques dizaines de chercheurs peu connus, pas traduits, qu'on n'enseigne pas à la fac. Donc, il y a une chercheuse qui s'appelle Émilie Brady qui travaille dans ce domaine, Émilie Brady, qui, euh, dans un article, propose le récit suivant. Imaginez qu'un récif corallien a été abîmé par l'acidification des océans. Ce récif, en fait, est devenu, de chatoyant, multicolore, habité par plein de poissons qu'il était, il est devenu une sorte d'architecture blanche sous l'eau, un peu calcifiée comme ça. Un premier plongeur arrive. Il a un masque, un tuba, il nage un peu là-dedans. En fait, il ne sait rien. C'est un plongeur complètement naïf qui ne sait pas ce qu'il y avait là avant et trouve ça merveilleux, en fait. C'est-à-dire que lui, il voit une architecture blanche, une architecture sous l'eau, des jeux de lumière, il trouve ça formidable. Un deuxième plongeur arrive qui habitait la région quand il était petit. Il se met à nager et là, il voit quelque chose de dévasté. Il ne retrouve plus les poissons, il ne retrouve plus les couleurs. Il rejoint le rivage, il fond en larmes. Question maintenant philosophique. Quel est celui des deux plongeurs qui a l'évaluation esthétique correcte? Est-ce que c'est celui qui s'émerveille ou est-ce que c'est celui qui pleure? Ça vient remettre en cause cette question, une idée qui est très fortement inscrite dans la philosophie esthétique depuis Emmanuel Kant, qui est l'idée qu'il doit y avoir une autonomie du jugement de goût. C'est-à-dire que quand je dois juger si une chose est belle ou pas, eh bien, je mets de côté toutes mes connaissances, je mets de côté mes valeurs morales. D'ailleurs, sinon, je ne pourrais pas prendre plaisir à voir un film, par exemple, qui me parlerait un film policier qui me parlerait d'un crime. Donc, je mets de côté ce que je sais, je mets de côté mes valeurs morales et j'apprécie ou pas, par la sensation et l'émotion, ce qui m'est proposé. Et donc, la question qui se pose, c'est de savoir si aujourd'hui, dans le monde qui se dégrade, on peut maintenir cette autonomie du jugement de goût. On voit que sur cette question, on a deux positions frontalement opposées. Il y a une position qui dit c'est l'autonomisme qui va dire oui, il faut maintenir l'autonomie du jugement de goût. Et puis il y a une position qui est le moralisme qui dit non, non, il faut corriger le jugement de goût, corriger nos appréciations esthétiques par un souci écologique. Donc il faut introduire un peu de politiquement correct écolo dans nos appréciations esthétiques. Alors, la photo suivante. Ah voilà, c'est pour vous montrer un peu les limites des deux positions. Autonomisme radical, autonomie du jugement de goût. Rien ne m'empêche de trouver ça beau. C'est une marée noire. Je peux même pousser Bouchon un peu plus loin. Est-ce que je peux dire que le spectacle d'un champignon atomique est beau? Vous voyez, on voit bien que dans l'autonomisme radical, il y a quelque chose qui a l'air d'être complètement insoutenable. C'est-à-dire qu'on va se mettre à profiter esthétiquement en fait, de spectacles de destruction. Et donc, on va tous se transformer un peu en Néron qui joue du violon pendant l'incendie de Rome, quoi. Mais le symétrique, pour prendre un objet qui fait vraiment débat, est-ce que si Vous racontez dans le livre que dans un premier temps, vous êtes forcé, vous conditionnez à trouver ça beau. Donc à oui, mettre vous de la avez bien morale là-dedans, compris. quoi. Oui, vous avez bien compris que j'avais plutôt une sensibilité écologique et que on peut être tenté par une sorte de politiquement correct écolo. C'est-à-dire, au fond de moi, je trouve pas ça très, très beau, mais bon, après tout, une éolienne, c'est 800 foyers alimentés en électricité. C'est quand même un moindre mal par rapport au gaz russe ou par rapport au nucléaire. Donc, tiens, pourquoi pas? Euh, et, euh, et là, on sent aussi que ce qui vient frotter ou ce qui vient cogner, ou là on est mal à l'aise, c'est pour maintenir une position qui serait de l'ordre du moralisme. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais plus me laisser naïvement impressionner par les paysages qui m'entourent. En fait, je vais tout le temps corriger ce que je ressens parce que ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est bien pour l'écologie, ça c'est pas bien. Est-ce que c'est une manière d'être au monde qui est satisfaisante? Non. Donc on voit que les deux positions, autonomisme radical ou moralisme radical en esthétique, sont des positions un peu intenables. On est un peu mal à l'aise. Donc à l'arrivée, alors c'est la partie technique de la conférence, en termes d'esthétique, vous expliquez
comment le réchauffement climatique a fait fondre l'esthétique d'Emmanuel Kant. Oui, c'est un chapitre. Alors, il y a plusieurs chapitres dans le livre. Il y a ses témoignages, il y a un chapitre sur les deuils de lieu, il y a beaucoup de chapitres sur le sensible. Et il y a un chapitre qui va un tout petit peu plus en philo. Je vais simplement l'indiquer ici. Je ne vais pas vous faire un grand. D'abord, le temps passe, puis je vais pas rentrer complètement dans le détail de ce point-là. Mais il me semble que, en fait, quand on réfléchit à cette question, pour le dire très simplement, Emmanuel Kant a beaucoup écrit sur la beauté de la nature avant que l'esthétique, ça devienne la philosophie esthétique s'occupe uniquement de l'art. Pour lui, le beau naturel, c'est le beau le plus important. C'est plus beau que le beau artistique. Je suis entièrement d'accord avec lui là-dessus. Monet, c'est beau, mais un coucher de soleil, c'est peut-être encore plus beau. Euh, ce qui nous sépare de lui, bah, c'est la révolution industrielle. Et en fait, lui, il a fondé toute sa vision des choses sur trois autonomies. Une autonomie radicale de la nature par rapport à la culture. On sent bien que chez lui, on va au-devant d'une forme de permanence, d'harmonie, de réservoir, d'émerveillement extraordinaire. Et cette autonomie, bah, on l'a perdue. C'était mon premier point dans la conférence, enfin, de vous dire, attention, il y a intrication, il y a mélange, c'est ça l'anthropocène. Euh, il propose une autonomie du jugement de goût par rapport à la morale. Moi, je pense que cette autonomie, on l'a perdue, qu'il faut pas, pour vous le dire vite, je pense qu'on ne faut pas moraliser nos jugements de goût et se mettre à se forcer à aimer les éoliennes. Je ne crois pas que ce soit ça l'idée. Mais désormais, nos appréciations du beau et du laid se font sur fond d'inquiétude morale. On sort par exemple d'un été indien. Bah, l'été indien, il y a une semaine, j'étais à Agen en terrasse d'un café, il faisait 20 degrés, on était en novembre. C'est pas désagréable, mais l'agrément que je peux prendre à ces sensations d'être en terrasse, de prendre le soleil début novembre, à ces chaleurs tardives de l'automne, l'agrément que je peux prendre se fait sur fond d'inquiétude morale. Et il faut donner voix ou faire pièce à cette inquiétude morale. Et puis enfin, euh, Emmanuel Kant postulait une autonomie complète du jugement de goût par rapport à la connaissance. Et là aussi, je pense que la connaissance que nous avons de l'état des écosystèmes informe nos émotions. Voilà. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de ces points, mais en tout cas, il me semblait très intéressant et important de mesurer ce qui avait changé entre Kant et nous. Quand Kant nous parle de paysage, quand c'est un homme de la fin du 19e, du 18e siècle qui nous parle de paysage, il parle d'autre chose en fait que ce dont nous faisons l'expérience la plus directe. On approche de la fin. Une ouverture sur ce qui pourrait se passer. Alors, ce livre, c'est une façon, si j'ai bien compris, hein, dites-moi si je me trompe, c'est d'accepter de voir la nature telle qu'elle est, avoir ce regard lucide sur la nature pour l'apprécier telle qu'elle est. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut s'en contenter, ne pas agir? Vous esquissez deux attitudes à l'avenir. Voilà d'ailleurs deux photos que j'ai prises cette année. Quand je rate pas les avions, je voyage un peu, donc je suis allé à Dubaï. Et c'est une photo que j'ai prise depuis le Burj Khalifa, le plus haut immeuble du monde. C'est pas depuis un avion, hein, c'est depuis un immeuble, la photo Vous qui avez est. trouvé ça beau? Euh, pour moi, c'est très dur comme environnement. C'est vraiment un lieu dont l'artificialité est extrêmement violente pour moi, dans ma perception. Et ça, c'est une photo que j'ai prise il y a 2 semaines en Bourgogne. Je reviens toujours dans ma chère Saône-et-Loire. Donc, voilà. Donc, on compare. Alors, la question que je me pose, en fait, c'est quel est le scénario pour l'avenir? Moi, je pense qu'en général, l'esthétique, c'est un peu un truc de philistin. C'est-à-dire, le monde va mal, il y a la guerre en Ukraine, mais c'est pas grave, vous mettez Mozart et puis vous buvez un verre de vin et vous vous réconciliez avec le monde. Bon. Je pense que l'esthétique environnementale, elle a ça de particulier qu'elle nous ramène à la politique. Elle ne nous en écarte pas, elle nous ramène dans la cité. Et moi, je me pose une vraie question. La question, c'est est-ce que les humains, génération après génération, vont s'accommoder d'une dégradation des écosystèmes et de leur environnement par palier, ce qui fait que progressivement, ça va glisser. On prend la nature et les écosystèmes dans un certain état de détérioration, et puis ça glisse, ça se détériore, et on cède ou on donne, on transmet les écosystèmes à la génération suivante un peu détériorés. Ça veut dire que là, on aurait un scénario photo de gauche, hein, c'est-à-dire on se met tous à habiter dans des lieux climatisés, dans des lieux très artificialisés, mais on n'est plus choqué par ça, on s'y est habitué. Scénario 1. Certaines mégapoles en Asie vous donnent cette impression aussi. Scénario 2, au contraire, il y a quelque chose dans notre sensibilité esthétique profonde qui va nous conduire à vouloir sauvegarder le monde. Parce que moi, je pense qu'on ne fait pas de politique sans le sensible. Ce qui nous amène à faire de la politique, c'est des sensations et des émotions. On ne va pas convaincre avec des rapports du GIEC hyper chiffrés, hyper technocratiques
leur rédaction des foules d'agir. On va emmener les foules à partir de leurs sentiments et de leurs émotions. Et donc, cette esthétique environnementale, il y a un enjeu derrière elle de transmission. Et c'est vrai qu'on peut faire des choses, on peut sensibiliser les enfants en les emmenant, en leur disant de temps en temps, j'ai 5 enfants, hein, donc en leur disant d'éteindre les écrans de temps en temps et en les emmenant dans des paysages où leurs sens vont s'ouvrir. Voilà. Merci. Merci, merci Alexandre Lacroix. Merci à vous d'avoir compris que nous étions dans des circonstances un peu particulières. Oui, merci beaucoup. Je suis désolé encore une fois. Merci et à bientôt. Merci. J'espère avoir le plaisir de vous voir un jour.